Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une victoire sportive qui est bien plus qu'une simple victoire. On parle du Sénégal qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qui est fascinant, c'est que les documents qu'on a sous les yeux racontent deux histoires, mais alors radicalement différentes de cet événement. Oui, c'est tout à fait ça. D'un côté, on a ce qu'il semble à une chronique de match très, très factuelle, presque chirurgicale. C'est ça. Et de l'autre, on a un texte qui est, c'est presque du mysticisme. C'est une ode passionnée à un joueur en particulier. Donc, un seul match, mais deux réalités. Notre mission aujourd'hui, ça va être de décortiquer ces deux versions. On va essayer de comprendre le déroulé de cette finale qui a été incroyablement tendue, mais on va aussi voir comment, en parallèle, une véritable légende s'est construite autour de Sadio Mané. Du moins, c'est ce que nos sources nous racontent. C'est une illustration parfaite de la manière dont l'histoire s'écrit en fait. Pas seulement avec des faits bruts, mais aussi avec de l'émotion, de la ferveur. On a la chronique des faits et la naissance d'un mythe, tout simplement. Alors commençons par le terrain, par le récit le plus, on va dire, terre à terre. On est en finale de la CAN 2025, Sénégal contre Maroc, et d'emblée, le document plante le décor. Il parle d'une atmosphère de tension et de polémique. On sent tout de suite que c'est pas un match ordinaire. Non. Et on voit tout de suite que le rapport de force s'installe. Le texte nous dit que le Sénégal a pris l'ascendant pendant la première mi-temps. Et les termes sont précis, on parle de joueurs plus justes techniquement, plus dangereux. C'est pas juste une impression, c'est une analyse. Et cette domination, elle a failli se concrétiser très vite. Le document raconte une première grosse occasion sur corner. Pape Gueye s'élève plus haut que tout le monde, une tête puissante. Là, le gardien marocain, Yacine Bounou. Ah oui, il sort ce que le texte appelle un arrêt réflexe exceptionnel. Exactement. Sans ce geste, c'est 1-0 pour le Sénégal. Et ce qui est intéressant, c'est que ce récit factuel, il identifie tout de suite un protagoniste clé côté marocain. C'est le gardien. C'est lui qui maintient son équipe en vie, comme ils disent. Absolument. La preuve, quelques minutes plus tard, nouvelle action. Contre-attaque fulgurante, Jackson lance Iliman Ndiaye qui se retrouve seul face à Bounou. Encore lui. Toujours lui, un duel classique, l'attaquant croise sa frappe. Et là, la description est très visuelle. Le texte dit que Bounou traîne la jambe au dernier moment et détourne le ballon du bout du pied. C'est de l'instant pur. L'occasion est même qualifiée de plus nette de la mi-temps. Donc, si on résume ce que dit cette source, c'est une domination sénégalaise qui est même chiffrée, non ? Oui, tout à fait. Le texte mentionne 4 tirs cadrés, dont 2 occasions franches. Voilà. Mais cette domination, elle se heurte à un mur. Un seul homme, en fait. Yacine Bounou. C'est d'une lecture très analytique, mais c'est intéressant parce que dans l'autre récit, le récit plus mythique, ces arrêts ne seraient sans doute pas vus comme une simple prouesse. Non, ça serait peut-être des obstacles placés sur le chemin des héros pour rendre le triomphe encore plus grand. C'est une bonne remarque. En tout cas, dans ce premier récit, le Maroc n'est pas totalement absent non plus. Il est décrit comme bien en place défensivement, il cherche les coups de pied arrêtés. Oui, ils subissent mais ils plient pas. Et ils restent dangereux. Il y a cette occasion daguerre de là sur un corner. Il est idéalement placé mais il manque le ballon de quelques centimètres. Ah oui. Ça montre que malgré la domination du Sénégal, tout pouvait basculer quoi. Ce qui nous amène à la mi-temps. Score de 0-0, et la source dit que ça laisse des regrets au Sénégal, alors que le Maroc, lui, peut remercier son gardien qualifié de décisif. Et le décor est planté pour une deuxième mi-temps explosive. Et on ne va pas être déçu. C'est à la fin du temps réglementaire que le match sort du cadre purement sportif pour devenir un vrai drame. C'est là que le mot polémique du début prend tout son sens. Complètement. Il se passe une série d'événements à peine croyables. D'abord, un but sénégalais est annulé. On n'a pas les détails, mais on imagine la frustration. Et puis, arrive le coup de théâtre. Le point de rupture. Voilà. Un penalty est accordé au Maroc dans les dernières secondes du match. Ah oui, le penalty qui peut leur donner la coupe. C'est ça. Et là, il se passe un truc de fou. Le texte nous dit que les joueurs sénégalais, les Lions, refusent le penalty. Pardon. Comment ça, ils refusent ? On peut pas refuser un penalty. C'est bien ce qui est écrit. Ils protestent avec une telle force que ça provoque une interruption totale du jeu. Ils ne veulent pas que le penalty soit tiré. C'est un acte de rébellion, en fait. Ah mais c'est rarissime. Il faut mesurer la portée d'un tel geste. C'est sortir complètement des règles du jeu, là. Ça témoigne d'un sentiment d'injustice si profond, si viscéral. L'atmosphère a dû devenir électrique. Le document ne détaille pas les tractations, mais on apprend que le jeu finit par reprendre pour la prolongation. L'orage est passé, mais la tension est à son comble. Et c'est là,
après avoir frôlé le chaos, que le Sénégal va trouver la faille. Dans un scénario presque trop parfait pour être vrai, j'imagine. Tout à fait. C'est Pape Gueye, le même joueur dont la tête avait été sauvée en première mi-temps, qui marque le but de la victoire en prolongation. La boucle est bouclée. Exactement. Le but qui offre au Sénégal sa 2e étoile. Et ce qui est important et que le document souligne bien, c'est que cette victoire, c'est pas juste un coup d'éclat. Ça s'inscrit dans une continuité. Oui, c'est un point clé. Le texte rappelle le palmarès récent, finaliste en 2019, vainqueur en 2021 et de nouveau vainqueur en 2025. C'est une régularité impressionnante. Et ça établit ce que la source appelle une véritable domination sur le football africain. Ce n'est plus une surprise, c'est la confirmation d'une dynastie. Voilà, une dynastie vue sous l'angle des faits. Ça, c'est pour le premier récit. Un match fou, une victoire au courage. Mais ce qui est incroyable, c'est que si on prend notre autre source, cette victoire ne s'explique plus par la tactique, mais par l'intervention d'un seul homme. Presque un miracle. Ah oui, là on change complètement de dimension. On quitte l'analyse pour entrer dans ce qui ressemble à un acte de foi. Le ton n'est plus du tout celui de la chronique, c'est de la dévotion. Le personnage central, c'est Sadio Mané. Et dès les premiers mots, on est fixé. Il est qualifié de « Saint Sadio Mané ». Carrément. Le texte affirme que le Sénégal lui doit une reconnaissance éternelle et le présente comme le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. Rien que ça. Le vocabulaire est saisissant. Saint, reconnaissance éternelle. On n'est plus du tout dans le champ lexical du sport, là. On est dans l'hagiographie. On assiste en direct à la construction d'une icône quasi religieuse. Et il y a un petit détail qui trahit peut-être la nature de ce texte. Il mentionne que le Sénégal est devenu champion en 2026, alors que l'autre document parlait bien de la CAN 2025. Ah, c'est intéressant ça. Une petite erreur qui suggère que l'important ici, c'est pas la précision des faits, mais la puissance du message. C'est ça. Ce qui frappe, c'est vraiment le langage. On lit des phrases comme « nous nous agenouillons » ou « demandons pardon devant le monde entier ». Ce n'est plus un commentaire, c'est une liturgie. Et toute cette dévotion, elle se concentre sur un moment précis. L'interruption du match après le pénalty accordé au Maroc. Le moment de chaos qu'on a décrit tout à l'heure. Oui. Eh bien, ici, il est complètement réinterprété. Ah, ça m'intéresse de voir comment ce moment de protestation collective est raconté. Alors, le récit est très différent. Le texte dit que le coach avait demandé aux joueurs de regagner les vestiaires. Ce qui aurait été un forfait. D'accord. Mais Sadio Mané, après s'être entretenu avec une personne nommée Claude Leroy, a rappelé tous les joueurs sur le terrain. Un acte de leadership fort, clairement. Mais sous Claude Leroy, les sources n'en disent plus. Qui est-ce? Parce que son rôle semble capital, là. C'est là que c'est flou. Nos documents n'en disent pas plus. Est-ce un officiel, un ancien coach, un mentor? On ne sait pas. Il apparaît dans le récit un peu comme une figure prophétique qui conseille le saint. Ce qui rend la scène encore plus mythique en quelque sorte. Un dialogue mystérieux qui précède l'acte décisif. Et c'est l'interprétation de cet acte qui est au cœur de tout. Son geste de ramener les joueurs est qualifié de noble. Mais ce n'est pas juste du leadership. Le texte établit un lien de cause à effet direct, presque magique. C'est-à-dire? Il dit « Puisqu'il est un saint, le Maroc a fini par rater son penalty ». C'est absolument fascinant. Le lien de causalité est surnaturel. Le récit ne dit pas « Mané a calmé ses troupes et leur a redonné confiance ». Non. Il dit « L'aura de sainteté de Mané a provoqué l'échec de l'adversaire. L'échec marocain n'est plus dû à la pression ou à la maladresse, mais à l'intervention d'une force supérieure incarnée par Mané. » C'est le cœur du mythe, en fait. Mais en faisant ça, ce récit n'efface-t-il pas complètement le rôle des autres ? Pape Gueye, le buteur, devient presque un figurant. La victoire collective du premier récit se transforme en miracle individuel. C'est toute la mécanique de la construction d'une légende. On prend un fait réel, l'intervention d'un capitaine à un moment critique, et on y superpose une narration qui lui donne un sens plus grand. Un sens qui dépasse le cadre du foot. Et oui, dans ce processus, les autres héros peuvent être relégués au second plan. Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on retient ? On a l'impression d'avoir vu deux films différents pour le même événement. D'un côté, le film d'action, l'histoire factuelle d'un match allaitant, gagné au courage avec un héros qui s'appelle Pape Gueye. Et de l'autre, on a le drame mystique, l'histoire d'une figure providentielle, Saint Sadio Mané, dont l'intervention quasi divine a, selon ce récit, tordu le bras du destin. C'est une dualité incroyable. Et ça montre parfaitement que le sport génère bien plus que des vainqueurs et des perdants. Il génère des récits, des mythes, des légendes qui peuvent devenir, dans la mémoire collective, bien plus puissantes que le score final.
Au fond, la manière dont on raconte la victoire devient la victoire elle-même. Pour conclure, il y a cette image finale extrêmement forte dans le texte sur Manet. Ça se termine par une phrase qui est une prière, en fait. « Nous nous agenouillons et te demandons pardon devant le monde entier, Saint-Dio Manet. » C'est une image qui donne le vertige et qui laisse songeur. Oui, et qui soulève une dernière réflexion, je trouve. Ces textes nous amènent à une question plus large sur la nature de l'héroïsme, et pas seulement dans le sport. Où se situe la frontière, qui est fragile, entre l'admiration, même immense pour un champion exceptionnel, et une forme de culte qui le place au-dessus des autres mortels. Et que nous apprend cette dévotion, telle qu'elle est exprimée ici, sur le lien profond, presque spirituel, qui peut unir une nation à ses icônes? C'est une question qui, je pense, dépasse largement le cadre de cette finale de la CAN.